Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part de l'autre côté du globe, en Asie, à Hong Kong plus précisément, pour que je vous parle de l'affaire Hello Kitty. Cette affaire n'a de mignon que son nom, puisque vous allez voir qu'aujourd'hui, on traite d'une affaire horrible. Fan Manier naît en 1976 à Shenzhen. On ne peut pas dire qu'elle a eu une enfance facile. Elle a grandi dans la pauvreté et très vite, elle a été abandonnée par ses parents, donc elle s'est retrouvée dans un orphelinat. C'était un orphelinat pour filles, il était situé à Matowai et à l'âge de 15 ans, on lui a gentiment demandé de prendre ses clics et ses claques et de partir car elle n'avait plus l'âge d'être ici. Elle devient sans abri et petit à petit, elle touche à la drogue. Le problème, c'est que la drogue coûte cher, elle n'a pas d'argent et pour pouvoir subvenir à ses besoins grandissants, elle commet des petits vols. Comme ça ne suffit pas, Fan se prostitue et à l'âge de 21 ans, elle travaille dans un bordel, Romance Villa, qui est situé à Sham Shui Po. En mai 1996, elle change d'endroit et cette fois-ci, elle travaille comme danseuse à l'Empress Karaoke Night Club et elle rencontre NG Shiyuan. Désolée par avance, je vais écorcher beaucoup de noms, je ne sais pas comment ils se prononcent, donc j'essaye de faire du mieux possible. J'espère que je ne vais offenser personne. NG Shiyuan est lui aussi toxicomane. Les deux se marient et selon les voisins du couple, le mari battait très régulièrement sa femme. Fan finit par tomber enceinte et 2 ans plus tard, en novembre 1998, ils accueillent leur premier enfant, un fils. D'ailleurs, ils n'auront qu'un seul fils ensemble, puisqu'après la naissance de son fils, Fan décide de reprendre sa vie en main. Pour elle, mais aussi et surtout pour protéger son fils et lui assurer un avenir, une vie sûre. Mais ça ne dure pas longtemps, puisqu'elle quitte son mari et elle retombe dans la prostitution car elle en manque d'argent. En 1997, elle rencontre un certain Chan Maniok, un homme de 34 ans qui est proxénète et trafiquant de drogue, notamment de méthamphétamine. Sexe et drogue sont les deux seules choses qu'ils ont en commun. Ils s'entendent très bien là-dessus, mais en dehors de ça, ils ne se voient pas, enfin, ils sont pas amis pour autant. Un soir, elle décide de voler 4000 $ dans le portefeuille de Maniok. Elle sait que c'est un homme riche, elle a besoin d'argent pour pouvoir acheter sa drogue. Elle se dit qu'elle va lui voler et qu'ensuite elle lui remettra l'argent avec des intérêts en plus. Et c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle lui remet après 10 000 $. 6 000 $ d'intérêt, entre guillemets. Si elle a fait ça, c'est qu'elle sait qu'il ne vaut mieux pas avoir de problème avec ce genre de personne. Elle connaît le genre d'homme qu'il est et elle se dit que bon, pour éviter tout problème, il vaut mieux qu'elle fasse ça. Mais pour éviter tout problème, il aurait mieux valu tout simplement qu'elle ne lui vole pas l'argent. Parce que lui, 6 000 $ d'intérêt, ça lui convient pas. Déjà, il est très en colère qu'elle lui ait volé de l'argent et donc il lui demande 16 000 $, en plus de ce qu'elle a déjà remboursé. Argent que Fan n'a pas. Le 17 mars 1999, Maniok envoie ses 2 hommes de main, Leung Ching Cho et Leung Welun, pour kidnapper Fan afin de la garder captive. L'idée que Maniok avait en tête était de la garder captive pour lui et de la faire travailler en tant que prostituée pour lui, car je le rappelle, il est proxénète, jusqu'à ce qu'elle rembourse tout l'argent qu'elle lui doit. Enfin, l'argent qu'il estime qu'elle doit lui rembourser. Sauf que les choses deviennent rapidement incontrôlables. Les 2 hommes de main de Maniok se mettent à la battre. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison à ça. Et lorsque Fan arrive dans l'appartement, elle est toute faible, elle a été battue. Et Maniok, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Je peux pas l'envoyer comme ça dans la rue, elle peut pas se prostituer, c'est pas possible, elle est trop faible. Il se dit qu'elle ne lui servira à rien, et que comme elle est déjà faible et qu'elle a déjà été battue, autant que lui aussi, il la batte. C'est pas très normal ce genre de mentalité. Et comme forcément la violence engendre la violence, elle devient un punching ball. C'est grâce à une adolescente de 14 ans, Ling Choi San, qui a témoigné de tout ce qui s'était passé pendant cette captivité, la captivité de Fan, qu'on sait les tortures qu'elle a subies.
Ok, pause un peu dans l'histoire, il faut d'abord que je vous dise qui est cette adolescente et pourquoi elle était dans cet appartement, dans l'appartement du proxénète. Elle n'est pas apparue comme ça dans l'histoire. Ling Choi-san est une adolescente de 14 ans qui ne s'entend pas vraiment avec ses parents. Elle a beaucoup de différends, elle ne se sent pas très bien dans sa famille, elle entretient des relations très compliquées. Et un jour, elle décide de prendre ses affaires avec elle sur le bras et de fuguer de chez elle. Elle vagabonde un petit peu dans les rues, puis elle s'arrête à un restaurant, elle s'assoit toute seule à une table et elle regarde les gens autour d'elle. Secrètement, elle espère une chose, c'est que quelqu'un vienne lui parler, pour qu'elle ne se retrouve plus seule et que peut-être elle entame une nouvelle vie. Entre gros guillemets, parce que pour l'instant, elle n'a pas l'intention de couper les ponts avec sa famille, elle a surtout l'intention de les embêter. C'est un jeune garçon de 18 ans qui s'installe en face d'elle. Et lui, c'est quelqu'un tape à l'œil. Faux costume Armani, des bijoux plaqués or. Il se présente comme étant Leung Wei-lun, mais tout de suite il lui dit « Tu sais quoi, tu peux m'appeler gangster parce que moi, je suis un vrai gangster. » Et ça, Ling Choi-san, ça l'intéresse. Bah oui, elle tombe très rapidement sous son charme, et si ça l'intéresse, c'est pour deux raisons. Elle a envie forcément de provoquer ses parents, et la deuxième raison, elle veut un peu goûter à une nouvelle vie, elle veut de l'adrénaline. Donc quand il lui propose de la suivre, elle n'hésite pas une seconde. Rapidement, les deux deviennent amis, puis amants, puis amoureux. Enfin, du moins de son côté à elle. Car de son côté à lui, il la présente comme sa petite amie, mais on n'est pas trop sûr qu'il ait vraiment des sentiments pour elle. Elle change complètement de vie. Elle arrête l'école. Elle a 14 ans, je le rappelle. Elle arrête l'école. Elle coupe les ponts avec sa famille, mais aussi avec ses amis. Et les seuls amis qu'elle a, enfin le seul ami qu'elle a pour l'instant, c'est son petit copain, a.k.a. Gangster. Et bien sûr, il lui fait aussi rencontrer Chan Maniok, a.k.a. Big Brother. Elle passe des nuits dans des love hotels, des restaurants, des bars. Elle goûte à l'alcool, aux drogues, au sexe. Bref, c'est une vie complètement débridée qu'elle mène. Mais comme elle est avec son petit ami, elle se sent un peu invincible. Un jour, Chan Maniok lui dit « Mais écoute, t'as qu'à venir chez moi j'ai un grand appartement, c'est un 5 pièces, il est situé au niveau de Granville Road. » Granville Road, c'est une rue qui bouge beaucoup à Hong Kong, donc très vite, elle est séduite. Et quand elle arrive dans l'appartement, c'est pas du tout un appartement d'un proxénète comme on pourrait l'imaginer. Tout à l'intérieur est à l'effigie de Hello Kitty. Ça contraste totalement avec le métier de Maniok. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Vous vous dites certainement, oui, il y a certainement des peluches Hello Kitty, un peu de déco Hello Kitty, mais ce n'est pas tout. Parce que même les ustensiles de cuisine sont à l'effigie d'Hello Kitty. Cet appartement, c'est aussi le lieu de travail de Maniok, puisqu'il vend de la meth. Bon, maintenant que vous avez un peu le cadre, on retourne à notre histoire. Lorsque Fan a été capturée par les deux hommes, Gangster lui demande pourquoi elle n'a pas remboursé l'argent à Maniok. Et surtout, pourquoi elle a refusé de le rappeler. Comme elle ne répond pas trop, il la batte, il lui donne des coups de pied une 50aine de fois. Et les trois hommes sont assez intelligents quand même, parce qu'ils décident de mettre des planches de bois au niveau des vitres pour que personne de l'extérieur ne voit ce qui se passe à l'intérieur de l'appartement. Ling Choi-san raconte au tribunal toutes les atrocités qu'ils lui ont fait subir. On la battait tout le temps. Lorsqu'on s'ennuyait, on la battait en riant. Quand on lui demande pourquoi elle a aussi participé à ça, parce qu'elle n'était pas obligée, elle dit « Eh bien, je l'ai fait pour le plaisir, pour voir ce que ça faisait de blesser quelqu'un. » Alors au début, on lui a surtout demandé de le faire, mais vu ce qu'elle dit, effectivement, à la fin, elle y prenait un réel plaisir. Lorsque le groupe torture Fan Maniet, il lui demande de rire et de sourire. Et si elle ne sourit et elle ne rit pas, il la frappe encore plus fort. C'était une atmosphère amusante. Pour nous, c'était un jeu. Si elle ne prétendait pas être heureuse, on la battait avec plus de violence. Et ce n'est pas tout, puisqu'en quelques jours, la torture de Fan Maniet prend une forme odieuse et tout ce que les hommes peuvent trouver dans la cuisine va être utilisé comme objet de torture. Ils s'amusent à lui pulvériser de l'huile de piment sur le visage, mais également sur ses plaies, qui sont encore à vif. Un jour, les hommes ont décidé de prendre une paille en plastique et de la faire fondre. Le plastique fondu coulait sur elle, sur sa jambe et sur ses pieds, et ils attendaient que cela forme des cloques. Puis bien sûr, ils mettaient l'huile de piment dessus. À plusieurs reprises, on sait que la victime est entrée en convulsion, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont arrêtés.
Un jour, ils lui ont attaché les mains avec des fils électriques, ils l'ont ensuite suspendue au plafond et ils se sont mis à la taper avec des barres en acier, des tuyaux en fer, comme si elle était une sorte de piñata géante. Après l'avoir battue, ils l'ont laissée là pendant toute la nuit. Un jour, après avoir subi énormément de tortures, Fan Magnier est tombé dans le coma, puisque au bout d'un moment, je pense que le corps ne peut plus supporter, donc il lâche totalement, et ils l'ont laissé comme ça dans le coma, et ils ne s'en sont pas plus préoccupés. Une fois, les hommes ont demandé à Ling Choi-san de faire ses besoins dans une boîte à chaussures, puis ils l'ont donné à Fan en lui disant « tu dois manger ça ». Elle était obligée de le faire, et bien sûr, il ne la nourrissait pas, donc ça c'était la seule nourriture qu'elle pouvait et qu'elle devait manger. À la fin de sa vie, Fan oscillait entre les périodes de conscience et d'inconscience. C'est certainement son cerveau qui s'est mis en off pour ne plus avoir à ressentir la douleur et subir les tortures. Ling Choi-san a dit qu'à la fin, Fan Magnier était plus trop amusante, puisque lorsque le groupe la torturait, elle ne réagissait même plus aux tortures. Du coup, c'était plus très drôle. Mais ils ont quand même continué, puisque bon, ils n'avaient rien d'autre à faire, et puis de toute façon, ce n'est pas maintenant qu'elle allait revivre, elle était trop mal en point. Je trouve ça assez choquant que personne ne se soit rendu compte de ce qu'ils étaient en train de faire. On estime que Fan Magnier est décédée dans la nuit du 14 au 15 avril 1999 après un mois de torture. Quand elle est décédée, son visage était enflé, ses gencives saignaient abondamment et tout son corps était recouvert d'ampoules, de blessures et de pus. C'est l'adolescente de 14 ans qui l'a trouvée inconsciente un matin sur le carrelage de la salle de bain et lorsqu'elle l'a dit aux garçons, ces derniers ils ont un peu réfléchi et ensuite ils se sont dit « Bon, on sort en ville pour aller jouer aux jeux vidéo ?» Je rigole pas quand je dis ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ce n'est que le lendemain que, sous drogue, Manioc leur a dit qu'il fallait se débarrasser du corps. Et c'est donc une opération de 10 heures qui a débuté. Tout d'abord, ils ont déplacé le corps de Fan Magnier dans la salle de bain, dans la baignoire, pour pouvoir la vider de son sang. Ensuite, ils ont décidé de scier les os et ils ont enlevé les intestins pour les placer dans des sacs plastiques. Manioc a même demandé à l'adolescente Ling Choi-san de récupérer le sac où les intestins se trouvaient afin d'y mettre de l'eau chaude dedans pour que ça sente le moins possible. Ils ont ensuite jeté les sacs plastiques dans une station de vidange. Ling Choi-san, certes elle l'a fait, elle était un peu dans un mood, elle était avec ce groupe, je pense qu'elle distinguait pas trop le bien du mal, elle voulait plus de sa famille, elle était... Bon, bref, peut-être qu'elle avait pas trop conscience de ce qu'elle faisait, soit. Par contre, le fait que le proxénète de 34 ans lui demande de participer à ce démembrement, etc., je sais pas, à aucun moment il s'est dit c'est une fille, ça pourrait être ma fille et je lui demande de faire ça. Manioc a également utilisé une marmite pour faire bouillir la tête de Fan. Son idée c'était de la faire bouillir suffisamment longtemps pour qu'à la fin il ne reste plus que le crâne, ce qui est beaucoup plus facile à cacher et surtout pour que personne ne sache qui elle est. À un moment, il a même appelé Ling Choi-san, l'adolescente de 14 ans, pour lui dire « Viens voir, c'est comme à la télé ». Au début, elle lui dit « Non, je veux pas voir ça ». Et au final, elle s'y est rendue et au tribunal, elle a déclaré « Quand j'ai regardé la casserole et vu le crâne bouillir, je pensais qu'il avait raison. Ça ressemblait à ce qu'on voit dans les films, notamment dans les films d'horreur qu'elle avait vus. » Au milieu de leur opération, le groupe a faim. Et ils décident de faire cuire des nouilles dans une casserole juste à côté de la marmite où se trouve le crâne de Fan Magnier. Et ça n'a empêché personne d'avoir faim et de manger ensuite les nouilles. C'est pour vous dire à quel point ils étaient complètement déconnectés de ce qu'ils étaient en train de faire. Il faut le préciser, ils étaient sous drogue aussi. Mais quand même, pour pouvoir cacher ce qui restait du crâne Fan Magnier, ils ont pris une poupée Hello Kitty en forme de sirène, enfin avec une queue de sirène, qu'ils ont découpée et ils ont mis le crâne à l'intérieur de cette poupée. Je précise quand même que le crâne était à moitié cuit, donc c'était pas encore totalement un crâne, il y avait encore de la peau, des cheveux, des... Ça me dégoûte. Manioc leur aurait même dit « Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas si déprimés, je vais vous aider à bien paraître. Ne bougez pas, je vais vous aider à vous habiller. » Il a essayé un peu de remotiver ses troupes pour qu'ils se sentent bien et qu'ensuite ils continuent leur vie normalement. Apparemment, Manioc aurait aussi donné des parties de Fan Magnier qu'ils avaient fait cuire aux chiens, cependant cette information n'a pas été vérifiée. Après la mort de Fan, Ling Choi-san fait beaucoup
de cauchemars, notamment à propos de la torture sadique qu'elle et les 3 hommes ont fait subir à Fan Manier. En plus de ça, elle est convaincue que l'esprit de cette jeune mère la hante et que la seule solution pour qu'elle arrête de la hanter serait qu'elle aille tout raconter à la police. C'est donc la raison pour laquelle Ling Choi-san se rend dans un commissariat de Hong Kong, à Tsim Sha Tsui, et qu'elle raconte tout aux autorités. Au début, les autorités, ils ont du mal à la croire. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est une histoire qui est tordue, qui est tirée par les cheveux. Et au début, ils se disent, c'est peut-être plus le fantasme d'une adolescente, très très bizarre et très perturbant, mais ils ont un peu du mal à la croire. Au final, ils se décident à fouiller l'appartement de Manioc que les 3 hommes avaient récemment évacué. Dans l'appartement, ils trouvent pas mal de preuves qui corroborent avec le récit de Ling Choi-san. Ils ont seulement retrouvé le crâne de Fan Manier, une dent et quelques organes internes, mais cela a suffi pour confirmer ce que l'adolescente avait raconté. Si Ling Choi-san a témoigné, c'est pour pouvoir obtenir une immunité. Et elle n'a pas fait que témoigner, puisqu'elle a aussi accusé son petit ami gangster, ainsi que le proxénète et son 2e homme de main. Elle leur a détaillé toute la torture qu'ils avaient fait subir à Fan Manier, mais également le plaisir qu'ils avaient pris à le faire. Les 3 accusés ont immédiatement été arrêtés. Leur procès s'est ouvert le 20 octobre 2000. Pendant tout leur procès, ils n'ont pas arrêté de se rejeter la faute les uns sur les autres afin de minimiser leur participation dans la torture de Fan Manier. Cependant, tous les hommes ont nié avoir tué Fan Manier. La seule chose qu'ils ont avoué, c'est qu'ils ont empêché la jeune mère de recevoir un enterrement légal. Et ça, c'est une accusation criminelle à Hong Kong. La défense a également essayé de convaincre le jury que Fan Manier avait très bien pu décéder des suites à une overdose de drogue, puisqu'il savait qu'elle prenait des méthamphétamines avant la naissance de son fils. Comme les autorités médicales ne sont pas en mesure de déterminer les causes exactes de sa mort, le jury refuse de reconnaître les 3 hommes coupables de meurtre. Au lieu de ça, en décembre 2000, ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Ils sont condamnés à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans, c'est-à-dire en 2019. Le juge Peter Nguyen a déclaré « Jamais à Hong Kong, ces dernières années, un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et méchanceté. » Vous vous en doutez, cette affaire a été énormément médiatisée à Hong Kong. Le juge Ruan Yondao a déclaré qu'il avait été témoin d'innombrables cas, mais qu'il n'avait jamais rencontré d'événements aussi inhabituels que dans cette affaire. Un jour, l'accusé Leung Ching-cho a dit au gardien du centre de détention dans lequel il était que toutes les femmes qu'il avait vues dans la salle d'audience ressemblaient à la défunte Fan Manier. Ce qui pourrait peut-être prouver que pour lui, il ne fait pas de distinction entre les femmes et que toutes les femmes devraient être torturées. Je m'avance en disant ça, mais pour moi, toutes les femmes sont différentes. Donc s'il dit ça, c'est qu'il considère toutes les femmes au même titre que Fan Manier. Avant de clôturer cette histoire, je voudrais vous parler des événements étranges qui se sont passés dans l'immeuble dans lequel le meurtre a eu lieu. Au 4e étage, une femme qui louait un appartement disait que pendant la nuit, elle entendait des femmes pleurer. Sauf que l'unité n'était pas habitée, c'était la seule à vivre ici avec son ami, donc c'était assez bizarre. Et qu'aussi un jour, pendant la nuit, elle a ressenti une présence, un toucher fantomatique. Les locataires d'avant, qui avaient aidé la police à identifier la victime, ont également dit qu'un jour, dans l'escalier, ils ont vu le fantôme d'une femme et qu'après ça, ils ont tout simplement déménagé. Ce n'est pas tout, puisque le personnel du salon de coiffure qui était situé au 1er et au 2e étage ont trouvé plein de poupées Hello Kitty un matin en arrivant au salon de coiffure. Ils ne savaient pas du tout d'où ça venait. Ils ont trouvé ça très bizarre. Alors c'est peut-être des gens qui ont voulu faire une blague, blague de mauvais goût, mais voilà. Et quand ils ont regardé les caméras de surveillance, ils ont vu que le gérant du salon de coiffure était suivi par une ombre derrière lui. Enfin, le dernier fait étrange qui s'est produit a été relaté par une dame qui un jour était dans un bar sur Granville Road et ce bar était vraiment en face du bâtiment. Et lorsqu'elle était en train de prendre son café ou sa bière, je ne sais pas, elle a regardé en face et elle a vu une femme qui était en train de la regarder par la fenêtre. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait plus personne dans l'immeuble. Vous en doutez, après cette exposition médiatique de l'affaire Hello Kitty,
Plus personne ne voulait acheter ni louer d'appartement dans cet immeuble, puisque vu les tortures que Fan Magnier a subies et son meurtre, ils avaient tous peur que l'immeuble soit hanté. Par conséquent, l'immeuble est resté vide pendant de nombreuses années, puisque plus personne ne voulait y aller. En 2012, un investisseur a racheté l'immeuble et a décidé de le démolir. Voilà, c'est la fin de cette histoire, de cette affaire très connue, l'affaire Hello Kitty, qui n'a de mignon que son nom. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.